Joël, si tu peux avoir la petite horloge. C'était pas très viril la manière dont j'ai appelé Joël. Non. Joël. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui a officiellement pris ses quartiers d'été et poursuit donc l'exploration de sa vidéothèque idéale avec une étape incontournable aujourd'hui, la filmographie de Brian De Palma, Carrie, Blowout, Scarface, L'Impasse, mais aussi Phantom of the Paradise et Les Incorruptibles, deux chefs-d'œuvre sur lesquels nous allons nous concentrer tout particulièrement durant les 20 prochaines minutes. Autour de la table pour en parler, trois incorruptibles cinéphiles, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Bonjour Thomas. David Honoras, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, Nos Ciné spécial Brian De Palma, deuxième numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Preuve vivante de l'adage immémorial qui veut que personne ne soit parfait, la filmographie de Brian De Palma n'a pas que des bons côtés, mais ce serait tout à fait injuste de prendre le prétexte de quelques ratés, comme le Dahlia noir, au hasard pour se priver des nombreux monuments du cinéma américain que l'on doit à ce grand monsieur de bientôt 75 ans, à commencer par Phantom of the Paradise, direction l'année 1974, époque insouciante où on produisait encore des films musicaux, des opéras rock sur grand écran. Alors pour être honnête, les films où ça chante, il y a de fortes chances pour que ce soit hautement irritant, voire totalement déplaisant. Il faut une bonne grosse dose de talent pour réussir son coup, et ce fantôme en est l'illustration parfaite. Un grand mix de classiques comme le fantôme de l'opéra, le portrait de Dorian Gray et le mythe de Faust, revu à la sauce rock'n'roll avec dans le rôle titre un étrange comédien, William Finlay, qu'on retrouvera dans bien d'autres films de De Palma, musicien défiguré, écrivant pour une chanteuse dont il est fou amoureux, Phoenix, interprétée par Jessica Harper, et épris ce Faust de vengeance envers un producteur véreux, Swan, incarné par Paul Williams, qui signe également la superbe bande originale du film. We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Alors personnellement, c'est peut-être parce que j'écoutais ça quand j'étais gamin, mais je trouve que ça n'a pas trop vieilli. Qu'en est-il du film? Quel regard portait sur ce fantôme 41 ans après sa sortie, Arnaud? Phantom of the Paradise, c'est un film qui est totalement à l'image de son metteur en scène, en particulier à l'image de ce qu'il était à l'époque, quoi. C'est un film, moi, qui, pour résumer bien son ambivalence, c'est un film à la fois très postmoderne, puisqu'il jongle avec toute une batterie de références. Tu as cité quelques œuvres maîtresses qui l'ont inspiré, comme le portrait de Dorian Gray ou le mythe de Faust ou le fantôme de l'opéra, évidemment. Mais il y a aussi des références à Dracula, à Frankenstein, au cabinet du docteur Caligari, tous ces films, à Psychose, évidemment. Donc c'est un film, comme c'est le faire De Palma, qui brasse beaucoup de références et qui arrive à les canaliser pour raconter une histoire qui n'appartient qu'à lui, quoi, à De Palma. Donc c'est un film qui fait preuve d'une sorte de cynisme aussi, dans la manière dont il dépeint certains personnages, dont il articule certains rebondissements narratifs. Et en même temps, et c'est là où moi je trouve c'est ça qui fait la marque de Palma, c'est entre le cynisme et un romantisme totalement échevelé, quoi. C'est-à-dire, il arrive dans un même film à nous faire grincer des dents, à nous faire rire jaune, et en même temps à nous faire pleurer, quoi. C'est vraiment pour moi, et particulièrement Phantom of the Paradise, qui symbolise ça, mais c'est vraiment la marque de Palma, je trouve, qu'il ait travaillé dans des films, dans le cadre de films plus, on va dire, plus expérimentaux dans les années 70 ou des blockbusters dans les années 80-90. On garde toujours quand même cette ambivalence, cette corde raide sur laquelle il marche et où il arrive, quand il fait des chefs-d'œuvre, à marcher de manière brillante, quoi, vraiment. David? Ouais, c'est la corde raide, c'est le mot, et je trouve que même d'un point de vue esthétique, alors là, je pense que c'est dans Phantom of the Paradise que c'est le plus caractéristique. Il y a une esthétique du mauvais goût qui, pour moi, caractérise beaucoup les films de Brian De Palma et surtout ses meilleurs. Quelque chose qui est vraiment sur le fil du rasoir entre la laideur et quelque chose d'absolument magnifique, et le truchement qui fait passer de la laideur à la beauté, c'est ce qui est au cœur de tout son cinéma, c'est l'obsession. Et c'est à force de regarder la même chose, de la regarder de plus près, de la regarder plus en détail, que quelque chose qui peut paraître laid devient magnifique. Et cette obsession va très loin, puisque en tout cas dans ce film en particulier, c'est aussi ce qui anime les personnages, et c'est ce qui permet aussi de donner une ampleur à ces films. Il y a toujours quelque chose à voir en plus dans l'image, et ça nourrit un peu le reste de sa filmo. Vraiment, c'est un cinéaste de l'obsession pour moi. Stéphane?
Pour moi, c'est un petit miracle, hein, Phantom of the Paradise. Il faut savoir que c'est le film qu'il a fait juste après Sisters, et avant ça, en fait, c'était un réalisateur qui était quand même très versé dans la scène, l'avant-garde new-yorkaise, et il a décidé en fait de bifurquer en fait en cours de route et de se lancer dans le cinéma, on va dire, à effet, quoi, parce que c'est ça le cinéma de Palma, c'est des effets, quoi. Alors effectivement, comme dit Arnaud et comme nous souligne David, des effets grossiers en fait qui peuvent vraiment être, raté, mais là en l'occurrence le truc avec Phantom of the Paradise, là où c'est miraculeux, où ça tient debout tout seul, c'est qu'en fait voilà, tu parlais de cinéma méta-textuel, enfin ça n'existait pas à l'époque, hein. C'était quelque chose de totalement nouveau, ça aurait pu ne pas du tout passer, ça passe comme une lettre à la poste. Effectivement, bon, il cite Gaston Leroux, il cite les grandes figures tragiques, il cite aussi Hitchcock et surtout une scène spécifique en fait qui est la scène de la douche dans Psychose, qu'il parodie en fait, parce que c'est un truc, Hitchcock, il faut savoir que c'est un cinéma qui a irrigué celui de De Palma en fait depuis justement Sisters, depuis Sœurs de sang, où il a essayé de reprendre les codes et en fait les mettre en hyperbole. Donc le truc avec cette scène, c'est que c'est une scène qui est à la parodique, quoi, où je crois qu'il, si je me rappelle bien, il plante Biff avec un débouche chiotte, voilà, dans la bouche. En fait, c'est tout l'effet comique du truc, quoi. Et ça marche, c'est drôle. Il y a déjà aussi toutes les figures en accéléré qu'il utilisait dans Carrie ensuite. Ça marche aussi, c'est incroyable. En fait, c'est que des effets en fait qui effectivement auraient pu tomber totalement à plat et qui fonctionnent sans problème. Et tout ça effectivement au service de l'émotion, parce que c'est ça, moi, ce que je retiens surtout dans Phantom of the Paradise, c'est que il y a ce combat en fait pour essayer de garder la créativité. C'est le sujet du film en fait, la créativité du fantôme, quoi, contre la volonté de Swan en fait de le briser, tout ça pour une femme. Enfin voilà. Donc c'est assez et ça c'est le combat de Palma à mon sens qu'il menait déjà à l'époque en fait avec lui-même en fait pour essayer justement de garder sa créativité en ayant cette impression entre guillemets d'avoir vendu son cul en fait pour faire des films plus commerciaux, parce que c'était ça sa problématique à l'époque en fait. C'était mon avant-garde new-yorkaise ne fonctionne pas, mes petits films avec Robert De Niro qui était inconnu comme I Mom ne fonctionnent pas. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait pour avoir une carrière? Il a décidé d'avoir une carrière, c'est comme ça que les cinéastes américains appellent ça, quoi. Je veux avoir une carrière. Et donc en gros il s'est lancé dans ce cinéma commercial entre guillemets, même si bon on peut douter qu'un film comme Phantom of the Paradise puisse apparaître comme un film commercial, en tout cas aux yeux du cinéma d'aujourd'hui. Mais c'était clairement ça en fait, et c'était ce combat interne en fait, et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui ressort du film en fait, que le film est très émouvant et très touchant à cause de ça, parce que c'est vraiment un combat pour De Palma. Et puis il faut pas oublier non plus la BO de Paul Williams aussi, qui est quand même assez qui est magnifique. Voilà, Paul Williams qui joue Swan, donc on dit, et qui joue le grand antagoniste du film. Puis il y a William Finney qui est quand même assez hallucinant, ce personnage qui pourrait être justement totalement grotesque, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et qui est bouleversant. Oui, tout à fait. Mais tout pourrait être grotesque dans le film, hein, vraiment. D'ailleurs, il y a des passages qui sont volontairement grotesques, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, mais le truc, c'est que De Palma, ça passe sous la casse. La plupart du temps, ça passe. Enfin, en tout cas, jusqu'à à peu près le début des années 2000, quoi. Mais après, il a eu 2-3 ratés. Moi, je me rappelle de L'Esprit de Caïn, où là, effectivement, tout tombait complètement à plat. Et voilà, c'est salade. Ouais, mais c'était pas autant un film de Palma, c'était pas aussi évident, en fait. Il y avait toutes les ficelles, on va dire, entre guillemets, du réalisateur. Phantom of the Paradise, ça se trouve facilement en DVD, VOD, on le conseille vivement, tout comme la BO, dont on l'a dit, signée par Paul Williams, qui est dispo, elle, en CD, en vinyle et sur les plateformes de streaming, bien sûr. On continue notre balade dans la filmographie de Brian De Palma. Good evening, everyone, and welcome to a Powell pay-per-view television event. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. Do you understand? Just remember, I only tell you one time. Don't fuck me, Tony. You know, I don't get you, man. First you feed me all this nutty assassination shit, then you give me a blank tape. What for? Because somebody erased it. They've erased all my tapes. Oh, yeah. They erased your tapes. What are they going to be doing, trying to kill you next? You're fucking nuts. I've got the winners. All right. I give you Tommy Ross and Kerry White. Alors c'est dur de faire des choix, mais quand il ne faut garder qu'une fraction d'une œuvre comme celle de De Palma, mais tout de même j'aurais été moi très mécontent si nous avions fait l'impasse sur Les Incorruptibles. 1987, De Palma nous raconte l'histoire d'Elliot Ness, l'homme qui a fait tomber le légendaire mafieux Al Capone, et pour faire honneur à ce pan de l'histoire récente des États-Unis, quoi de mieux qu'un casting 3 étoiles, à savoir Kevin Costner en Elliot Ness, Sean Connery pour incarner son irascible acolyte, et last but not least Robert De Niro en Al Capone. Si j'ajoute en plus que le score est signé Ennio Morricone, je crois qu'on est pas mal. There is violence in Chicago, of course, but not by me and not by anybody I employ, and I'll tell you why, because it's not good business. I want you to find this Nancy boy, Elliot Ness. I want him dead. I want his family dead.
Alors moi, ce film avait totalement retourné le cerveau à l'adolescence, mais 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça vaut, Les Incorruptibles, Stéphane? C'est un classique. Voilà, au sens le plus noble du terme. Oui, tout à fait. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est son premier gros succès dans l'histoire de sa carrière. En fait, même on pourrait croire qu'un film comme Scarface avait été un succès à l'époque, c'est pas du tout le cas. Ça avait marché, mais ce film s'est tellement fait arracher par la critique, en fait, que voilà, ça c'est le premier film où la critique s'est plus ou moins mise d'accord avec le cinéma de Brian De Palma. Pourtant, c'est une œuvre de Palma à proprement parler, vraiment claire, pure et nette, quoi. C'est-à-dire que c'est une œuvre de vulgarisation, hein, c'est un peu la logique de Palma. Par exemple, une des scènes flagrantes en fait, du film, c'est la scène du cuirassé Potemkin qui reprend, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des grosses cojones pour reprendre cette scène. Dans la gare, où là, c'est ces personnages qui tombent dans les escaliers comme dans le cuirassé Potemkin. Voilà, exactement. Et donc, en fait, il la détourne complètement. Il faut quand même savoir que c'est un classique. Hein. Le cuirassé Potemkin, c'est quelque chose qui est étudié dans les salles de cinéma, hein, déjà à l'époque. C'est un très, très grand film, quoi. Et lui, il reprend la scène dans un blockbuster d'action estival et il en fait quelque chose de totalement nouveau, en fait, qui a à voir évidemment avec le cuirassé Potemkin, quand on l'a vu, on le sait, quoi, c'est une évidence. Mais en même temps, il transcende ça. Et c'est ça qui est, je trouve, passionnant chez De Palma. En fait, c'est cette capacité à justement reprendre, en fait, comme il a fait Scarface, en fait, reprendre des films, en fait, des figures classiques qui existaient, et en refaire quelque chose de totalement différent, ce qui est complètement à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui quand on fait un remake où on cite absolument les choses de la même manière, au même moment, en dévitalisant le remake en question, quoi. Là, c'est Les Incorruptibles, c'est pareil. En fait, ça a été vendu comme une espèce d'adaptation de la série télé des années 50-60, je crois, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. En fait, au final, c'est un grand, beau film noble, mais passé à travers la vulgarisation esthétique géniale de Palma, quoi. Arnaud ? Ouais, il y a clairement ça. Après, moi, je trouve que dans sa carrière, c'est vrai qu'outre le fait que c'est son premier gros succès, énorme succès, c'est vraiment un film qui, en effet, paraît plus noble d'aspect en surface. Parce que, par exemple, c'est vrai que les références au cuirassé Potemkin ou à Sueur froide, la mort de Frank Nitti notamment, il y a la scène aussi à cheval qui fait beaucoup penser à Ford. C'est étonnant, cette scène héroïque portée par un très beau thème de Ennio Morricone. Donc c'est des références plus nobles, par exemple, que Phantom of the Paradise, qui allait un peu... Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà Hitchcock, mais c'était Psychose, c'est déjà plus mal poli comme film, et puis c'est seulement 12 ans après Psychose. Hein. À cette époque-là, Psychose n'avait peut-être pas l'aura qu'il a maintenant à l'heure actuelle. Et donc il y a comme ça, dans l'histoire aussi que déroule le film, Les Incorruptibles, notamment, je pense, le personnage d'Eliot Ness, ses rapports avec sa femme, qui sont très... on pense à un film des années 40, tout ça, enfin l'époque un petit peu à laquelle se déroule l'histoire. Et en fait, De Palma, il arrive à subvertir ça et à introduire... Par exemple, je parle de la scène fordienne à cheval, là où il charge donc les hommes d'Al Capone en pleine nature, là, avec des montagnes autour, c'est très grandiose. Et puis ça se termine dans une cabane au milieu de ce paysage-là, où Malone, le personnage de Sean Connery, ils ont attrapé un mafieux, et pour le faire parler, il ramasse un cadavre des hommes qu'il a tués, il lui fait croire qu'il est encore vivant, il le plaque contre une fenêtre, et il lui tire une deuxième fois, il lui fait éclater la tête, il le tue une deuxième fois. Donc elle est terrible, cette scène, parce que c'est vrai qu'on va dire, dans un film comme ça, on s'attend pas à voir ça. Moi, je me rappelle, je l'ai vu en salle à l'époque, j'étais jeune, et ça m'avait bien secoué, cette scène, quoi. David ? Effectivement, il y a aussi un aspect là qu'on retrouve vraiment dans les Incorruptibles, c'est l'aspect à la fois cynique et pervers du cinéma de De Palma, dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même contrebalancé par un certain romantisme. Mais là, pour le coup, le personnage de Kevin Costner va suivre une trajectoire qui est un peu une descente aux enfers, en fait, de manière presque imperceptible. Il abandonne sa famille et il abandonne finalement ses idéaux et sa morale pour aller au bout de son objectif initial. Et tout ce discours-là est mené en même temps que les thèmes classiques du film américain, avec le héros qui triomphe du mal. Et il y a toujours cette ambiguïté par-dessous. Et par ailleurs, je trouve assez intéressant, ce qu'on disait sur la réinterprétation des images, on voit que dans son cinéma, plus il part d'images préalables, que ce soit le cinéma d'Hitchcock, qui est très présent, on a cité Psychose, mais il y a aussi, on trouve dans Body Double, on voit du Vertigo, du Fenêtre sur cour, dans Pulsion, il y a encore des références à Psychose, etc. C'est vraiment un cinéaste qui l'a profondément marqué. Sur la fin de sa carrière, il a même fait des films qui réinterprétaient son propre cinéma. Maintenant, il est en relecture de ce qu'il a fait lui préalablement. Et cette manière de creuser les images pour en faire sortir quelque chose, c'est quelque chose aussi qui a marqué sa génération. Peut-être même lui un peu plus que les autres a été très marqué par les images de l'assassinat de Kennedy qui irriguent complètement ses premiers films new-yorkais.
Et cette démarche de creuser les images, de creuser le cinéma et de manière obsessionnelle et maniériste de refaire toujours la même chose, c'est quelque chose qui est resté, et y compris dans ses films les plus commerciaux, y compris dans Mission Impossible, y compris dans Scarface, et y compris même dans Mission to Mars. Mais c'est clairement quelqu'un qui analyse le cinéma, enfin qui a toujours analysé le cinéma. Moi, un de ses derniers grands films, pour moi, même si on pourra éventuellement ne pas mettre ça au niveau de Scarface ou de L'Impasse, ou des Incorruptibles, c'est Snake Eyes. Et Snake Eyes, en fait, c'est un plan séquence d'ouverture de 10-12 minutes, c'est-à-dire il allait au bout de la bobine et voilà, quoi. Virtuose, incroyable. Et le reste du film, c'est une analyse de ce plan. En fait, c'est de qu'est-ce qui s'est passé. En fait, voilà. Donc, il le fait littéralement dans son cinéma. Moi, je pense que c'est un film que je trouve brillant parce qu'on peut l'analyser sous cet angle-là, mais il faut aimer le cinéma, vraiment le cinéma, pour l'aborder comme ça. Parce qu'après, si on le regarde comme un whodunit et un simple thriller, c'est vrai que c'est pas le film le plus excitant de la planète. Mais le truc, c'est que voilà, c'est ça le cinéma de Brian De Palma. C'est quelqu'un qui s'auto-analyse. Et c'est effectivement le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il s'auto-analyse lui-même un peu trop. Forcément qu'il se recite, en fait, il recite des scènes d'obsession et de pulsion dans le Dahlia Noir. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça marche plus, le cinéma de Palma, quand on arrive à un film comme le Dahlia Noir? Pour moi, ça marche encore très bien, même après le Dahlia Noir, quand il fait Redacted en 2007, qui est une relecture de ce qu'il avait fait 20 ans avant avec Obsession, avec Outrage, pardon, et qui en plus repose sur la prise en charge de la prolifération des images, de la manière dont on représente un drame. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois complètement dans son cinéma et qui arrive en fait à dépasser et à s'intégrer dans le contemporain. Et après, avec Femme Fatale et Passion, qui sont un peu pour le coup des films très personnels et qui sont des rêveries sur son propre cinéma, là c'est évidemment plus bancal, mais je pense que pour le coup, Redacted est un film très important. Ils sont pas d'accord, en face Arnaud. Je crois même que c'est le pire film de De Palma pour moi. C'est-à-dire Raising Cain, par exemple, j'arrive à me marrer. Il y a le John Lithgow, il me fait marrer. Voilà. Redacted, c'était insupportable. J'avais trouvé que c'était effectivement, il revenait sur le même genre, c'est la même histoire, le même pitch, quoi, on va dire, que Outrage. Traité sous forme de found footage, sans aucune émotion. C'est que du cynisme pendant tout le film. Je me rappelle cette scène là du checkpoint avec le Messie de Handel par-dessus, là, qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à prendre la pause. Moi, j'avais été vraiment horrifié par ce film dans sa capacité à ne rien raconter et à faire du vent avec les idées, en gros, et les artefacts cinématographiques de l'époque, quoi. Voilà. Le truc avec Raising Cain aussi, enfin l'Esprit de Cain, c'est que c'était complètement raté, mais l'année suivante, il a fait L'Impasse et c'était incroyable, quoi. Ce que je veux dire, c'est que lui, il n'a pas forcément conscience quand il fait justement l'Esprit de Cain qu'il est en train de rater son film. D'ailleurs, à l'époque, je crois que quand le film a été montré à Deauville, les gens sont venus le voir en lui parlant de parodie et ils comprenaient pas, en fait. Ils disaient mais n'importe quoi. Enfin, c'est un film très sérieux. Voilà. Le truc, c'est que c'est un cinéaste qui s'auto-analyse et qui injecte ça dans sa mise en scène. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un des premiers cinéastes à avoir utilisé, par exemple, les animatiques. En fait, c'est lui qui a utilisé les prévises en fait pour faire ses plans séquences, pour faire ses scènes dans L'Impasse, par exemple, et il me semble dans Le Bûcher d'invalidité déjà à l'époque. Et le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, on fait plus. Pour moi, il est arrivé à un stade où il faisait plus des films que pour faire une scène ou deux, en fait. En l'occurrence, dans le Dahlia Noir, pour moi, la scène, la scène du meurtre, je l'ai vu qu'une fois le film à l'époque, mais la scène du meurtre avec William Finlay, justement, il me semble. Alors qu'à côté de ça, en fait, il a un roman qui est passionnant et qu'il rate, mais dans les grandes largeurs, quoi, en fait. Donc le truc, c'est que moi, j'étais super excité de me dire qu'un cinéaste comme De Palma allait adapter James Ellroy, et puis le résultat est confondant de nullité. Quand tu vois que les 100 premières pages, c'est 5 minutes dans le film, tu te dis, c'est un peu léger. Un film qui est censé se passer à Los Angeles et qui est tourné à Prague, c'est le genre de truc, en fait, où De Palma, quand il tourne Les Incorruptibles, il va à Chicago, quoi. Voilà, point barre, quoi. Ah, puis le Dahlia Noir, juste une parenthèse, c'est quand même le film qui nécessitait, la présence de Los Angeles, c'était capital dans le film. Oui. Et en fait, c'est un faux retour à Hollywood. On pouvait espérer que pour le Dahlia Noir, il allait revenir aux États-Unis. En fait, il est parti après Mission to Mars et après avoir eu un peu des démêlés compliqués pendant la post-prod du film, sur lequel finalement il a, je crois, pas vraiment eu le director's cut. Et donc il est parti en Europe, il s'est installé un moment à Paris et il a fait Femme Fatale et c'est le retour à Hollywood de De Palma, il aura peut-être jamais lieu maintenant. En tout cas, Les Incorruptibles, qui lui est dans l'époque Hollywood de Palma, ça se trouve en DVD, VOD, ça vaut vraiment le détour. 2 heures de pur et grand spectacle comme on l'aime. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On reste dans et autour de la filmo de Brian De Palma. David.
Moi, il y a un film, si on l'a cité juste une fois, c'est Pulsion. Pour moi, c'est son plus grand film. Ça s'appelle Dressed to Kill. En anglais, ça dit un peu plus de quoi parle le film. Mais c'est un film extraordinaire. Ce qui me passionne chez De Palma, c'est sa capacité en fait, à tout raconter simplement avec les images. Et je pense que c'est vraiment là qu'il maîtrise le plus sa mise en scène. C'est un film extraordinaire qu'il faut absolument voir. Stéphane. Moi, je vais recommander un livre sur Brian De Palma qui a été publié en fait chez Calman Levy. Ça s'appelle Brian De Palma. Donc c'est au début des années 2000, je crois à peu près, c'est ça, en 2002-2003. Pour moi, personnellement, ça couvre toute la bonne filmographie de Brian De Palma. On a bien compris. C'est un bouquin assez passionnant à lire parce que c'est la première fois que je voyais Brian De Palma se livrer en fait à ce point-là sur son enfance, sur son père, sur toutes ces choses en fait qui sont, toutes ces obsessions. Comme il y a une anecdote sur son père qui est hallucinante. Je t'en prie. Non, où il dit qu'il le suivait pour le filmer. La première fois qu'il a pris une caméra, il suivait son père qui allait voir d'autres femmes que sa mère. Donc dans ses pérégrinations adultères, il le suivait, il le filmait. Ça en dit beaucoup, je pense, beaucoup sur son cinéma. Et c'est un livre français, c'est fait par Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud. Et c'est vraiment passionnant. Je sais pas comment ils ont réussi à le coincer pour le faire parler parce qu'il est quand même connu pour avoir un vrai problème avec la presse cinéma. Voilà. Mais en tout cas, c'est passionnant. Si vous arrivez à le trouver, c'est une très bonne lecture pour ceux qui adorent Brian De Palma. Arnaud, pour finir. Moi je vais recommander pas taper dans les grands films, enfin dans les grands films reconnus je parle, mais avec Outrage, qui est le film qu'il a fait juste après Les Incorruptibles, Casualties of War, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc il se passe pendant la guerre du Vietnam et qui raconte l'histoire d'un détachement de soldats c'est tiré d'une histoire vraie, qui ont trimballé avec eux une Viet Cong et qui l'ont violée, voilà. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'après le grand film flamboyant que Les Incorruptibles, c'est un film de guerre noircissime, d'une misanthropie et d'une désespérance totale, quoi. Moi je me rappelle la première fois où je l'ai vu en salle être sorti du cinéma vraiment mal, quoi, parce que c'est un film terrible qui en plus c'est, pour ceux qui aiment Michael J. Fox, c'est quand même un rôle totalement à contre-emploi, hallucinant dans sa carrière, quoi. C'est un grand film de Palma, moi je trouve évidemment pas facile d'accès, quoi, qui est assez dur, qui a été un échec à l'époque, qui n'a pas marché. Mais il faut le voir parce que c'est sans doute un de ses films les plus désespérés, quoi. Merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci aussi à Seb, à la technique, à Pierre Cheffangeon pour les petits extraits, au tank et au public pour l'accueil prochain de ciné. On continue notre série d'été avec une spéciale William Friedkin. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Vice Versa, sur Rambo, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts? Tu vas chanter maintenant?